Loin de son habituel cinéma peuplé de mafieux sans morale, Scorsese, avec cet hommage à Georges Méliès, réalise un film tout public en forme de conte de Noël qu'on pourrait croire mis en scène par Jean-Pierre Jeunet. Hugo Cabret, puisque tel est son titre, est une pure uchronie qui mêle Georges Méliès à des événements totalement fictifs dans le Paris d'entre-deux-guerres. Si le voyage dans la Lune, derrière lequel se cache Méliès, alimente l'intrigue du film, toute l'histoire est traversée par le fantôme de Stanley Kubrick que Scorsese ressuscite, comme Hugo, le héros du film, ressuscite Méliès, que tout le monde croyait mort durant la guerre de 14-18. Toute l'histoire est enchâssée dans une gigantesque horloge qui détermine la vie des personnages, en particulier celle d'Hugo, orphelin ou enfant des rues, comme on en trouve dans la littérature du XIXe siècle, du Gavroche de Victor Hugo à l'Oliver Twist de Dickens. Hugo Cabret est un orphelin dont le père est mort dans l'incendie d'un musée à l'intérieur duquel il avait trouvé un automate qu'il a cherché en vain à remettre en état. Après la mort de son père, Hugo est recueilli par son oncle, Poivreau libidineux, qui remonte les horloges de la gare Montparnasse et qui disparaît sans laisser d'adresse. Livré à lui-même, Hugo continue à vivre dans la clandestinité, logé dans une alcôve de la gigantesque horloge. Pour tenter de remonter l'automate trouvé par son père, il vole des objets mécaniques dont il récupère les pièces dans la boutique d'un vieux monsieur dont il ignore qu'il s'agit de Georges Méliès. Pris sur le fait, en train de chaparder, Méliès lui fait vider ses poches, dans lesquelles se trouve un carnet où figure le schéma d'assemblage de l'automate trouvé par son père, un schéma qui fait trembler Méliès parce qu'il contient un terrible secret. C'est en compagnie de la fille adoptive de Méliès qu'Hugo va entreprendre le voyage initiatique qui va le mener à découvrir la vérité sur le voyage dans la Lune que le père d'Hugo lui avait dit avoir vu au cinéma comme la concrétisation de son rêve. Dès le générique, on nous montre que Paris est elle-même une horloge, celle des maîtres horlogers, tels qu'on nomme les frères, dont le travail dans les loges est déterminé par le temps que mesurent les horloges. On ne sort que très rarement de la gare Montparnasse, dominée par cette tour au sommet de laquelle on trouve une horloge, à l'intérieur de laquelle vit Hugo, le grain de sable qui va gripper le mécanisme. Certains plans d'Hugo évoluant à l'intérieur de l'horloge convergent, sans trop forcer la comparaison, vers l'intérieur du vaisseau spatial de 2001, l'Odyssée de l'espace, vaisseau qui, lorsqu'il est vu de l'extérieur, ressemble aussi à un rouage d'horlogerie. Si on s'attarde un peu sur l'intérieur de l'horloge, principal décor du film, on peut apercevoir un balancier au-dessus d'Hugo qui nous évoque par la longueur de sa potence le pendule de Foucault, utile à démontrer, selon son inventeur, que la Terre est bien une sphère. Balancier qui, lorsqu'Hugo s'en approche, menace de le décapiter parce qu'il peut découvrir la vérité. Hugo, qui est sur le point de connaître un indicible secret quant à la réalité du voyage dans la Lune, est menacé par le mécanisme de l'horloge qui enferme le monde dans une fausse vérité. Lorsqu'on voit Hugo remonter le mécanisme de l'horloge, il opère comme ce personnage de Métropolis, occupé à une tâche dont il ne connaît pas le sens, mais qu'il accomplit parce qu'elle appartient à l'ordre du monde. L'horloge, dont on peut dire qu'elle est le personnage central du film, est une terrible machine qui enferme les gens dans un engrenage impossible à stopper, les empêchant de savoir qui ils sont et quel est le sens de leur vraie vie. C'est une autorité mécanique autour de laquelle toute l'existence humaine est conditionnée. Elle transforme les gens en automates qui vont et viennent sans savoir pourquoi et piétine les enfants comme on le voit dans ce plan. Arrêter les horloges signifierait comprendre la réalité du monde. Par ailleurs, la tour Eiffel est montrée comme le centre de l'horloge dans ce Paris qui, comme on l'a dit, est la représentation vivante d'une horloge gigantesque. Dans cette gare Montparnasse purement imaginaire, le regard d'Hugo se perd vers la tour Eiffel, qu'il regarde comme s'il cherchait à comprendre la raison de sa présence. Il sait que l'automate est porteur
d'un secret sur la réalité du monde, et cette tour Eiffel, au symbole initiatique, est montrée comme une gardienne de la vérité à ne pas connaître. Méliès, qui comprend qu'Hugo représente un danger pour la préservation de son secret, le menace de le faire enfermer dans une cellule de prison, d'où il ne sortira jamais, le privant d'école et d'une future vie de famille. Menace excessive en regard de la faute d'Hugo, qui veut juste récupérer le carnet que Méliès lui a confisqué, mais menace proportionnée quand on saura ce que contient réellement ce carnet. Enfermer Hugo dans une cellule au point qu'il ne pourra jamais avoir de vie de famille, ce qui voudrait dire l'enfermer à vie, ou cet enfermement constituerait-il un traumatisme qui l'empêcherait plus tard d'avoir une vie normale. La probabilité que dans cette séquence le film se réfère à Alfred Hitchcock est assez élevée, suivant cette anecdote célèbre que le père d'Hitchcock l'aurait fait enfermer dans une cellule quand il avait 5 ans parce qu'il s'était mal conduit, récit en regard de son œuvre, sans doute utile à masquer un traumatisme beaucoup plus important. Hugo Cabret vit dans un Paris totalement fictif, où on ne trouve du Paris réel que la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et Notre-Dame. C'est un enfant solitaire et débrouillard, comme les personnages de la littérature susnommés, et comme ce personnage dans le camp de concentration de la liste de Schindler, dont on a parlé dans la vidéo sur le film que devait initialement réaliser Scorsese. Hugo Cabret vit bel et bien dans un camp de concentration où les gens sont des automates, camp de concentration ou un monde fictif dont il cherche à connaître, comme dans Le Magicien d'Oz, qui en est l'illusionniste. Quand il suit Méliès le soir dans les rues, pour qu'il lui rende le carnet qu'il lui a confisqué, Hugo est amené à traverser ce qu'on pense d'abord être un jardin public, mais qui s'avère être un cimetière, et qui de prime abord nous évoque un temple égyptien. De prime abord, c'est-à-dire que l'axe de prise de vue veut nous connecter au catalogue d'images universel de tout un chacun, en la circonstance un alignement de statues qui mène vers un temple. C'est en s'en approchant qu'Hugo peut voir la réalité de ces statues, revêtues comme des moines, mais aussi comme les membres de sociétés secrètes, en particulier les martinistes, ordre maçonnique où on porte ce genre de vêtements pour différents rites, et on peut voir ici l'expression menaçante qui est adressée à Hugo, enfant éveillé qui cherche à savoir la vérité. L'automate ne peut livrer ses secrets que s'il est actionné par une clé en forme de cœur. Le rapprochement de l'automate avec son torse quadrillé, des gravures de momies égyptiennes entourées de bandelettes, on voit Hugo nettoyer l'automate avec une bandelette, et quand il le transporte avec lui, il ressemble à une momie qu'on vient de retirer de son sarcophage. Ce rapprochement nous rappelle que les embaumeurs laissaient le cœur dans les momies, considérant que le cœur renfermait l'intelligence du défunt. La clé en forme de cœur va en effet permettre à l'automate de fonctionner, de faire parler son intelligence pour révéler ce qu'elle sait du voyage dans la Lune. D'autre part, Hugo est sans cesse poursuivi dans la gare Montparnasse par le policier de la gare qui lui lâche son chien, un Doberman aux oreilles pointues, semblable à Anubis, le chien qui protège les morts dans l'ancienne Égypte. En effet, Méliès est censé être mort, et c'est lui qui appelle le policier pour qu'il le débarrasse d'Hugo qui vient l'importuner et risquer de découvrir qu'il a réalisé le voyage dans la Lune. Après qu'Hugo ait demandé une fois ultime à Méliès de lui rendre son carnet, celui-ci va consentir à le lui rendre. Il lui remet un linge qui symbolise des bandelettes, un linge qui enveloppe le carnet à l'intérieur duquel se trouvent les croquis de l'automate, qui symbolise la momie, mais en dépliant le linge, Hugo ne trouve que des cendres, persuadé que Méliès a brûlé son précieux carnet et qu'ainsi il ne pourra plus jamais connaître le secret de l'automate. Méliès pense avoir eu raison de la curiosité d'Hugo, mais c'est la filleule de Méliès qui va le mener sur le chemin de la découverte, en lui disant qu'elle l'amène au pays du magicien d'Oz et de l'île au trésor. Rappelons que le magicien d'Oz est un imposteur, créateur d'un monde factice, un rêve où tout est faux, et que dans Hugo Cabret, on dit que les films ont le pouvoir de capturer les rêves. Dans After Hours,
du même Scorsese tourné 25 ans plus tôt, autre film dominé par les horloges, on est au cœur d'une nuit cauchemardesque, vécue par un homme que tout un tas d'événements empêchent de rentrer chez lui, notamment la perte de ses clés, et qui au début du film rencontre une femme qui a échappé à un compagnon violent, fasciné par le magicien d'Oz. Le film nous décrivait, un peu d'ailleurs comme Holly Motors de Léos Carax, la réalité d'un monde joué par des personnages factices dans lequel le héros tentait de trouver le chemin de la vérité. Film dans lequel on fabriquait des statues à l'aide de bandelettes et où le personnage, pour échapper à ses poursuivants, se laissait transformer en momie égyptienne. Dans Hugo Cabret, c'est la même chose. Hugo vit dans un monde faux qui, comme dans After Hours, est réglé par le temps artificiel que comptent les horloges. Et dans ce monde faux se cache un imposteur qui a fabriqué de toutes pièces le voyage dans la Lune, lequel voyage n'a jamais été vu par Hugo lui-même, mais par son père qui lui a raconté ce qu'il avait vu en allant voir le film au cinéma. Il lui a dit avoir vu un obus voler et entrer dans l'œil de la Lune. Il avait l'impression, dit Hugo à Isabelle, la filleule de Méliès, de voir ses rêves en plein jour. C'est à quelque chose près ce que vécurent les spectateurs de l'alunissage 67 ans plus tard, une sorte de rêve qui se concrétisait sur leur petit écran. On a tous dans nos entourages respectifs entendu le récit de cet événement, comme Hugo a entendu de la bouche de son père le récit du voyage dans la Lune de Méliès. À ce stade de l'histoire, Méliès est toujours supposé être mort pendant la guerre de 14-18. Personne ne sait qui il est. Quand il a compris qu'Hugo ne renoncerait jamais à récupérer son carnet, il va soumettre Hugo à une initiation pour savoir s'il mérite de connaître le secret que tout le monde doit taire. Méliès, montré au début du film comme un initié, va soumettre l'apprenti à une série d'épreuves. Il lui demande alors de réparer un rat mécanique qu'Hugo a involontairement cassé en venant voler dans sa boutique. Si le jouet mécanique est un rat et pas un autre animal, par exemple un oiseau, c'est en référence au joueur de flûte de Hamelin, légende expliquée dans ma précédente vidéo sur Monsieur Klein, que je reformule pour l'occasion. Le joueur de flûte qui dératisa la ville d'Hamelin en Allemagne se vit refuser le paiement qui lui était promis en échange. Pour se venger, il joua de nouveau de la flûte pour attirer les enfants de la ville qui l'amena dans une grotte où ils disparurent. Méliès, qui a perdu son rat cassé par Hugo, pour se venger, l'a menacé de le faire disparaître en le faisant enfermer dans une cellule, comme Hamelin, mais en lui permettant de réparer son rat, il lui permet d'accéder à la connaissance secrète qui permet à ce monde entièrement factice de fonctionner. Méliès a compris qu'Hugo était un enfant dangereux parce qu'il veut savoir, et cette initiation lui permet de comprendre qu'il est capable d'aller très loin en réparant l'automate porteur d'une terrible vérité, et il va tout faire pour s'opposer à la découverte de cette vérité. C'est grâce à la clé en forme de cœur que possède Isabelle, la fille adoptive de Méliès, qu'il va pouvoir faire à nouveau fonctionner la mécanique de l'automate. On remarquera que la serrure en forme de cœur ne se trouve pas sur le torse de l'automate, mais dans son dos, comme la deuxième partie du chakra du cœur situé entre les omoplates et qui exprime la volonté de puissance, en la circonstance la puissance évocatrice du voyage dans la Lune dont l'automate est le détenteur. Réalisateur de Kundun en 1997, Scorsese est nécessairement documenté sur le sujet des chakras et des fonctions qu'ils occupent dans le corps. Activé par la clé magique, l'automate commence d'abord à tracer des lettres et on croit qu'il va rédiger un texte. Mais il s'arrête. Les enfants désespèrent de le voir se remettre en route. Cependant, la mécanique repart pour cette fois dessiner un croquis qui s'avère petit à petit être la représentation du voyage dans la Lune tel que représenté dans le film devenu aussi iconique que le 2001 de Kubrick. Mais le dessin est venu noyer les lettres initiales, desquelles subsiste la lettre G, écrite à 2 reprises, l'étoile, le pentacle, sur laquelle la caméra insiste pendant que le robot la trace, l'encrier posé sur la feuille,
qui ressemble au siphon de la douche par lequel s'évacue le sang dans Psychose, deuxième référence à Hitchcock, et surtout le portrait de Méliès himself, avec un œil caché, car c'est bel et bien lui qui joue le rôle de la lune dans son propre film. Tous les traits de crayon qui remplissent le cercle figurant le visage peuvent s'apparenter à des symboles hiéroglyphiques, et on notera que la lune rayonne comme un soleil, de la même manière qu'autour de l'œil unique du delta lumineux. On va faire ici une pause pour regarder de près le voyage dans la lune, qui, dans Hugo Cabret, n'est pas montré intégralement. On y voit seulement le splash de la fusée qui s'écrase dans l'œil, image aussi célèbre que la lame de rasoir qui tranche l'œil dans Un chien andalou, réalisé par Luis Buñuel en 1928. Le voyage dans la Lune commence par une séquence où le président d'une société d'astronomes annonce son projet de voyager vers la Lune. Après avoir montré à ses confrères la fusée sur sa rampe de lancement, il invite ceux-ci à monter à bord pour être propulsés avec lui en direction de l'astre mort. Arrivés sur la Lune, les savants assistent à un lever de terre, comme dans la mission de 1969, puis ils s'endormiront tandis qu'au-dessus de leur tête apparaîtront 7 étoiles, des pentacles, semblables à ceux sur lesquels est frappée la lettre G des Grandes Loges. Ces étoiles ont des visages qui se rient des savants, comme si elles étaient en train de leur jouer un mauvais tour. Scorsese se réfère à Kubrick, comme Kubrick se référait à Méliès, et à cette séquence en particulier, dans la séquence onirique de 2001, l'Odyssée de l'espace, au cours de laquelle l'astronaute traverse l'espace-temps. Il y croise 7 diamants, symbole de vie éternelle en laquelle aspirent les occultistes, ce qui était dit dans la vidéo sur le jour où la Terre s'arrêta, qui voyait Klaatu présenter à l'enfant des diamants dans la main. Puis, suite à une tempête de neige provoquée par la déesse de la Lune, les savants se réfugient à l'intérieur de l'astre où ils découvrent un monde semblable à celui que décrit Jules Verne dans Voyage au centre de la Terre. D'ailleurs, Hugo aura dit précédemment qu'il aime lire les romans de Jules Verne. Si l'initiation de Jules Verne au mystère des sociétés secrètes est tout à fait documentée, notamment dans ce livre, celle de son contemporain Méliès, à la vue de ses films et de celui-ci en particulier, est on ne peut plus probable. Les créatures des profondeurs telles qu'elles apparaissent ici auront très certainement inspiré celles d'un film comme The Descent, et dans Voyage au centre de la Terre, il ne s'agit pas d'humanoïdes, mais d'un reptile, avec également beaucoup de champignons, comme on en voit ici. Je vous invite à relire la vidéo dans laquelle il est question de la symbolique du champignon. Toutefois, bien qu'humanoïdes, les habitants de la Lune, au corps zébré, ont des têtes de reptiles. Ils descendent sous terre pour capturer les savants et les présenter à leur roi, visiblement disposé à les sacrifier, comme dans les sociétés primitives, son trône disposé sous un pentacle au centre du soleil. C'est pourtant à coups de parapluie que les savants vont se débarrasser de leurs agresseurs luniens, le parapluie signifiant pour les initiés qu'ils doivent se protéger des profanes qui ne doivent rien savoir de leurs secrets. Thème, je fais là une grosse digression du coup de parapluie de Gérard Houry, dont je vous laisse apprécier le motif du parapluie sur l'affiche du film. On peut en conclure que les habitants de la Lune, reptiliens à peau de zèbre, sont les profanes qui ne doivent pas savoir par quels moyens les savants sont parvenus jusqu'à eux. Et par voie de conséquence, Hugo Cabret ne doit pas savoir non plus que Méliès est le metteur en scène du voyage dans la Lune. Méliès, grand initié, il semblerait, grand visionnaire, on en a la preuve sous les yeux, il savait en 1902 qu'un vaisseau spatial de retour sur Terre tomberait dans la mer, dans un film où la fantaisie a tout de même une logique, puisque le même vaisseau, une fusée, tombait aussi sur la Lune, faute de savoir allunir. Alors qu'en 1969, le vaisseau savait allunir, mais de retour sur Terre, la force de la gravité l'obligeait à tomber à l'eau en émettant le même nuage de vapeur que dans le film de Méliès. En revanche, le retour des héros d'Apollo 11 était célébré avec la même ferveur que dans le voyage dans la Lune. Dans cet hommage à Méliès qui passe par Kubrick, Scorsese fait également un détour chez Truffaut dans la scène de l'arrestation d'un gamin chapardeur conduit en cellule qui se reflète dans le miroir des 400 coups avec la même grille de prison en forme de damier et le même fourgon cellulaire qui amène l'enfant terrifié. Dans ce monde faux qui cache la vérité sur le voyage dans la Lune, les enfants sont enfermés
maltraités et on les fait disparaître, en plus d'être surveillés par un chien à tête d'Anubis. On pourra même noter que la fille adoptive de Méliès porte le même vêtement zébré que les créatures de la Lune qui attaquaient les savants, et que c'est en sa compagnie qu'Hugo va au cinéma voir Monte là-dessus, film de 1923, où Harold Lloyd doit se raccrocher à une horloge pour survivre. Hugo et Isabelle, qui savent, grâce au dessin de l'automate, que Méliès est l'auteur du Voyage dans la Lune, présentent le dessin à la femme de Méliès, qui, en le voyant, s'effondre. Leur dit « Mes enfants, qu'avez-vous fait ?» Et elle s'assied sous une pendule, suspendue comme le pendule de Foucault. Est-ce le fruit de mon imagination ? Mais la comédienne qui interprète la femme de Méliès ressemble davantage à Christiane Kubrick qu'à Jeanne d'Alcy, comédienne dans les films de Méliès avant de devenir son épouse. Comme Christiane Kubrick était à l'origine la comédienne des Sentiers de la Gloire. Pour que Méliès ne voie pas les enfants qui ont découvert son secret, sa femme leur dit d'aller se cacher dans une pièce de la maison. Par le trou de la serrure, Isabelle observe ses parents adoptifs, c'est-à-dire le couple Méliès, avant d'explorer en compagnie d'Hugo ce que contient la pièce où ils sont cachés. En haut d'une armoire, ils vont découvrir les dessins qui ont servi à Méliès à produire ses films. Tandis qu'ils volent à travers la pièce, on peut y voir des monstres, des flammes, la planète Saturne qui s'avère être un décor avec quelqu'un qui en sort comme s'il avait fait une blague, un homme papillon, également appelé Mossman, généralement représenté comme une créature hideuse et annonciatrice de catastrophes, mais ici devenue gracieuse, en train de s'envoler au-dessus du joueur de flûte de Hamelin, ce qui nous laisse penser qu'il s'agit d'un papillon lié à l'enfance traumatisée. Et lorsque le dessin du voyage dans la Lune vient à l'écran, Méliès apparaît derrière, mécontent qu'on ait découvert son secret. À la fin de Casino, Scorsese nous montrait un monde factice, lui aussi fait de rêves, en train de s'effondrer, marqué par une symbolique liée là aussi à l'ancienne Égypte. D'abord la tête de lion, symbole auquel les pharaons voulaient se comparer, suivi de l'effondrement des casinos qu'on a démolis et qui nous font penser bien entendu à l'effondrement des tours 6 ans avant l'événement, pour laisser place à un règne obscur avec la tête du lion remplacée par celle du sphinx, devant une pyramide illuminée au sommet, pareille à celle-ci, dont les fenêtres éclairées évoquent des dizaines d'yeux qui regardent dans la nuit, ainsi que les yeux du sphinx qui se mettaient à clignoter. Après avoir découvert le secret du voyage dans la Lune, le monde d'Hugo Cabret s'effondre, comme s'effondrait celui de Niro dans Casino. Il retraverse le cimetière garni de statues qui, de dos, ressemblent à des sarcophages, et se retrouve en dessous d'un lion. Les yeux d'Hugo, aussi bleus que celui du sphinx de Casino, s'illuminent alors. On va passer rapidement sur la présence de Christopher Lee, acteur d'un cinéma baroque très lié à l'occultisme, qui remet à Hugo un exemplaire de Robin des Bois, symbole de la franc-maçonnerie forestière. Le film préféré de Christopher Lee était un film intitulé The Wicker Man, dans lequel il jouait, où sur une île, des sacrifices rituels impliquant des enfants mettaient en scène une idole semblable à l'automate d'Hugo Cabret. Fin de la première partie. Dans la deuxième partie, on en terminera avec Hugo Cabret et on explorera le film dont on parlait plus haut, After Hours, lui aussi très chargé en symbolique et dont Hugo Cabret est en quelque sorte le film jumeau.